stress intense à Paris. J'ai déménagé ici pour prendre un nouveau départ, troquant le bruit de la capitale pour un petit appartement avec vue sur le Vieux-Port. Ma vie est simple par choix, sans dette, sans drame, juste moi, mes bilans financiers et une cafetière qui fonctionne en permanence. Mais un matin, tout ce que j'avais construit s'est effondré à cause d'un simple appel téléphonique. C'était un mardi, le genre de matinée où j'essaie encore de me réveiller en triant mémé à mon bureau. Mon téléphone a vibré, affichant un numéro inconnu avec un indicatif local. J'ai failli l'ignorer, mais une intuition m'a poussé à décrocher. Allô, est-ce bien mademoiselle Léa Bernard? La voix était sèche, professionnelle, comme quelqu'un lisant un script. C'est Madame Morel du Crédit Immobilier Littoral. Nous vous appelons concernant le solde de votre prêt immobilier de 450 000 €. Nous avons envoyé plusieurs relances, mais vous avez un retard de paiement important. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas de prêt immobilier, ai-je répondu d'une voix hésitante, en ajoutant que la banque faisait sûrement erreur sur la personne. Il y a eu un silence, puis le ton de Madame Morel a changé comme si elle vérifiait son écran. Madame, nos dossiers indiquent votre nom, votre date de naissance et votre numéro de sécurité sociale. Vous êtes l'emprunteuse principale pour un prêt ouvert il y a 3 ans pour une propriété à l'île de Ré. Il y a 3 ans, mon esprit a fait un bond en arrière. C'était l'époque où ma sœur Chloé était devenue obsédée par l'idée d'une maison de pêcheurs en bord de mer, un nouveau départ après l'échec de sa carrière d'influenceuse à Paris. Elle débarquait au dîner de famille avec son téléphone, faisant défiler des annonces sur Se Loger, s'extasiant sur les terrasses et les vues sur l'océan. Ma mère, Martine, hochait la tête en disant que nous trouverions une solution car la famille est toujours là les uns pour les autres. J'ai raccroché poliment, les mains tremblantes en posant mon téléphone. Mon bureau me semblait soudain trop étroit, le ronronnement du chauffage trop fort. Je ne possède aucun bien immobilier. Je loue un 2 pièces avec un parquet qui grince et un vieux radiateur capricieux. Mes finances sont gérées au centime près depuis que je suis enfant, ayant toujours dû réparer les mauvaises décisions financières de mes parents. Mais 450 000 €, une telle dette pourrait m'anéantir. J'ai essayé de me convaincre que c'était une erreur informatique, peut-être une homonyme, mais mes tripes me disaient le contraire. J'avais tout donné à ma famille au fil des ans, mon numéro de sécurité sociale pour leur formulaire d'impôt, ma signature pour les factures d'hôpital de maman, mes garanties quand l'entreprise d'ostréiculture de papa a coulé. Ils avaient tous les éléments pour bâtir ce mensonge. J'ai quitté le travail plus tôt en prétextant une migraine et j'ai fouillé mon appartement, sortant de vieilles chemises cartonnées d'une boîte sous mon lit. Des relevés bancaires, des déclarations de revenus, même un formulaire médical que j'avais co-signé pour Chloé après un accident de voiture. Mon nom, mes détails, ma vie était entre leurs mains. Je me suis assise par terre entourée de papiers, mon café refroidissant sur la table. La vérité s'insinuait en moi, aussi coupante et froide qu'un vent d'hiver sur la côte. Ma famille n'avait pas seulement emprunté mon nom, ils me l'avaient volé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je restais allongée, fixant le plafond alors que la lueur des lampadaires passait à travers les stores. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Chloé lors de nos dîners. Son rire trop fort, ses rêves trop grands. J'ai juste besoin d'un endroit pour repartir à zéro, disait-elle en montrant à maman des photos d'une maison aux volets bleus. C'est parfait pour moi, peut-être même pour fonder une famille un jour. Maman lui serrait la main en promettant que nous trouverions un moyen. J'avais souri à l'époque, pensant que c'était juste des paroles, mais maintenant ces mots résonnaient comme un scénario dont j'étais la victime silencieuse. Au matin, j'étais de retour à ma table de cuisine, entourée de documents. J'avais toujours été l'organisée de la famille, l'enfant qui équilibrait le chéquier familial quand papa oubliait de payer la facture d'électricité. En grandissant à Nantes, c'est moi qui m'assurais que Chloé arrive à l'école à l'heure, qui faisait ses corvées quand elle oubliait. Maman m'appelait son pilier, mais c'était un rôle que je n'avais jamais choisi, je l'avais endossé parce que Chloé était la rêveuse et moi celle qui agissait. En fixant une déclaration d'impôt que j'avais aidé maman à remplir des années plus tôt, j'ai vu mon numéro de sécurité sociale écrit de sa main avec une petite note à côté précisant info de Léa en secours. Un secours, voilà ce que j'étais pour eux.
J'ai ouvert mon ordinateur pour consulter mon rapport de solvabilité, le cœur battant à tout rompre. C'était bien là. Une hypothèque de 450 000 € liée à une propriété que je n'avais jamais vue. Ma cote de crédit, autrefois excellente, était dévastée par des retards de paiement dont je n'avais jamais eu connaissance. J'ai retrouvé une vieille enveloppe de la banque, une offre de prêt préapprouvée que j'avais jetée sans réfléchir à l'époque, elle me semblait maintenant être un signal d'alarme que j'avais ignoré. J'ai rappelé la banque pour demander les documents du prêt. L'employé a promis de me les envoyer par mail avant la fin de la journée. L'attente était insupportable. Quand le fichier est arrivé, j'ai hésité avant de cliquer. Page 1, mon nom, ma date de naissance. Page 3, une signature. Elle ressemblait à la mienne, les mêmes boucles, la même inclinaison, mais ce n'était pas moi. Le L était trop fluide, le R trop sec. J'avais toujours une hésitation sur mes R, une habitude prise en signant rapidement. C'était une signature travaillée, délibérée, faite par quelqu'un qui m'avait étudié. Ma poitrine s'est serrée. Je ne voulais pas y croire, mais la réalité était là. Ma famille avait fait ça. Ils avaient pris mon nom, mon avenir, et les avaient engagés pour la maison de rêve de Chloé, et j'avais facilité la tâche en leur faisant confiance. Le lendemain, je n'arrivais pas à me concentrer au bureau, les chiffres se brouillaient sur mon écran. Je pensais à toutes les fois où j'avais accepté de co-signer pour papa quand le moteur de son bateau avait lâché, ou pour aider Chloé avec ses dettes de carte bleue. Je leur avais donné ma confiance parce que c'est ce qu'on fait en famille, non? Mais maintenant, j'avais l'impression d'être un coffre-fort qu'ils avaient forcé. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un d'extérieur à ce pétrin familial. C'est là que je me suis tournée vers Lucie, ma collègue, le genre de personne qui apporte des viennoiseries le vendredi et qui écoute vraiment quand on lui parle. Pendant le déjeuner, elle a remarqué que mes mains tremblaient en remuant mon café. Léa, on dirait que tu portes toute la misère du monde sur tes épaules, a-t-elle dit avec son accent du sud, doux mais direct. J'ai tout déballé, l'appel, l'hypothèque, la signature falsifiée. Elle ne m'a pas interrompue, elle a juste hoché la tête. Quand j'ai fini, elle a fait glisser son téléphone sur la table en me conseillant d'appeler Maître Girard. C'est un avocat à Rochefort, il s'est occupé du divorce de ma cousine quand son ex essayait de cacher des comptes. Il est doué pour les affaires de famille compliquées. Le cabinet de Maître Girard était un petit bâtiment sobre. Pas de secrétaire, juste un bureau croulant sous les dossiers et une machine à café plus vieille que moi. Il avait la cinquantaine, les cheveux coupés ras et une voix qui imposait le respect. Je lui ai remis ma pile de preuves, les rapports de crédit, les lettres de la banque, le document d'hypothèque falsifié. Il les a parcourus en silence. C'est une usurpation d'identité, a-t-il déclaré en s'appuyant contre son dossier de chaise. Votre famille a utilisé vos informations pour obtenir un prêt sans votre consentement. Nous pouvons contester cela, porter plainte à la gendarmerie et engager des poursuites. Ce ne sera pas rapide et cela fera mal. Faire mal à qui, ai-je demandé dans un souffle. À vous, à toute la dynamique familiale, a-t-il répondu, mais ce n'est pas vous qui avez brisé ce lien Léa, vous ne faites que nettoyer les dégâts. Il m'a expliqué les étapes, informé la banque par écrit, déposer plainte à la gendarmerie de La Rochelle, rassembler chaque document prouvant leur manœuvre. De retour chez moi, j'ai passé des heures à trier de vieux dossiers, des prêts étudiants pour Chloé, des autorisations médicales pour maman, même un contrat de location de voiture que j'avais garanti pour papa. Chaque document était une brique d'un mur qu'ils avaient construit sans que je m'en aperçoive. À minuit, j'avais un dossier épais. Ma vie entière était résumée sur du papier, mais pour la première fois, j'avais l'impression de reprendre les rênes. Le dîner du dimanche chez mes parents à Nantes était un rituel que je manquais rarement. Le trajet depuis La Rochelle était court, mais ce jour-là, j'avais l'impression de traverser un champ de bataille. Je serrais mon sac à main contre moi avec le dossier de preuve à l'intérieur. En arrivant dans leur allée, la maison sentait comme toujours le pain frais de la boulangerie de maman et une pointe de tabac de papa. Chloé était affalée sur le canapé sur son téléphone, maman dressait la table en parlant du voisinage et papa regardait un match de rugby à la télé. C'était si normal que ça en devenait douloureux. Nous avons mangé presque en silence, un poulet rôti avec des pommes de terre sautées.
J'ai attendu que les assiettes soient débarrassées pour prendre la parole. Est-ce que quelqu'un est au courant pour un prêt immobilier à mon nom de 450 000 € pour une maison à l'île de Ré, ai-je demandé d'un ton calme. Le silence s'est installé instantanément. La fourchette de Chloé a tinté contre son assiette, le sourire de maman s'est figé et papa s'est agité dans son fauteuil. Maman a parlé la première d'une voix trop douce. Oh Léa, ce n'est que de la paperasse, Chloé avait besoin d'un petit coup de pouce pour sa maison, tu n'utilisais pas ton crédit et ce n'est pas comme si c'est toi qui payais. Chloé a hoché la tête sans me regarder, ajoutant que j'avais un dossier parfait alors qu'elle n'avait rien, et que ce n'était pas juste de ne pas aider sa sœur. Papa ne disait rien, fixant la table. J'ai senti ma gorge se serrer, non pas de tristesse mais de froideur. Ils n'avaient même pas de remords. Pour eux, c'était juste un service, un arrangement familial. J'avais été leur filet de sécurité pendant des années et ils pensaient que j'allais encore une fois accepter sans rien dire. Merci pour les explications, ai-je dit d'une voix ferme. Chloé s'est détendue, pensant que l'affaire était classée. Maman m'a tapoté la main comme si tout était rentré dans l'ordre. Ils n'ont pas vu le changement en moi, ce moment précis où j'ai cessé d'être leur pilier. Je suis partie sans un mot de plus, le dossier toujours dans mon sac, plus lourd que jamais. Lundi matin, j'ai posé un congé et je suis allée au commissariat. L'officier a écouté mon histoire et j'ai remis mon dossier avec chaque signature falsifiée. Vous êtes sûr de vouloir faire ça, c'est votre famille, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête en répondant que si je ne le faisais pas, il recommencerait. Il a tamponné le rapport et j'ai ressenti un immense soulagement. Ensuite, j'ai envoyé une lettre recommandée à la banque avec la plainte et mes pièces d'identité. J'ai regardé l'employé de la poste glisser l'enveloppe dans le bac de départ. Ce n'était qu'un bout de papier, mais pour moi, c'était une frontière infranchissable. Je n'ai pas appelé ma famille, je n'ai pas prévenu Chloé. J'ai laissé le silence faire son travail. Les jours ont passé, puis une semaine. Mon téléphone restait muet. Un soir, j'ai reçu un mail du Crédit Immobilier Littoral. Le prêt était suspendu en attendant l'enquête, ils avaient jugé la signature suspecte. Ma cote de crédit était toujours en lambeaux mais le processus de réparation était lancé. J'ai appelé Maître Girard qui m'a confirmé qu'il prenait l'affaire au sérieux. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Je n'avais pas crié, je n'avais pas supplié, j'avais juste laissé la vérité parler pour moi. Une semaine plus tard, alors que je cuisinais chez moi, on a frappé à ma porte. C'était maman, le visage marqué. Je l'ai laissée sur le palier. Comment as-tu pu faire ça? Allez voir la police, nous sommes ta famille, a-t-elle lancé d'une voix tremblante. Elle m'a reproché d'avoir brisé leur confiance, affirmant que Chloé avait juste besoin d'aide et que je les faisais passer pour des criminels. J'ai secoué la tête en répondant qu'en famille on demande, on ne vole pas. Elle semblait choquée que je lui tienne tête. Tu es en train de nous détruire, sais-tu ce que cela va coûter à Chloé? A-t-elle ajouté. J'ai répondu que je n'avais rien détruit du tout, j'avais juste arrêté de prétendre que tout allait bien. Elle est partie en claquant ses talons dans le couloir. Cette nuit-là, Chloé a inondé mon téléphone de messages, d'abord colériques puis suppliants. Tu gâches ma vie, disait l'un d'eux. Je les ai supprimés sans répondre. Je n'étais plus en colère, j'avais juste fini. Fini d'être celle qui répare leurs erreurs. Le silence dans mon appartement n'était plus pesant, il était léger comme le premier souffle après une tempête. Les semaines sont devenues des mois et le silence est devenu un choix. J'ai commencé à remplir mes week-ends avec des choses que j'aimais, je me suis inscrite à un cours d'aquarelle au centre culturel. Mes mains se tachaient de bleu et de gris en peignant des phares et des mers agitées. Je me suis portée volontaire pour une association de préservation du patrimoine maritime local. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était à moi. Mon crédit se rétablissait lentement. Un week-end, j'ai tenu un stand lors d'un marché artisanal à La Rochelle. Mes peintures étaient exposées, des vagues s'écrasant contre des rochers. Une femme a acheté l'une d'elles en disant qu'on sentait que l'œuvre avait une histoire. J'ai hoché la tête sans expliquer que je ne fuyais plus mon passé, mais que je ne le portais plus non plus. Mon appartement était enfin un vrai foyer avec des bocaux de coquillages sur le rebord des fenêtres.
Un matin de printemps, alors que j'installais mes toiles au marché, je les ai vus. Maman, papa et Chloé se tenaient au bord de la place. Ils semblaient vieillis, comme si le poids de leur choix les avait rattrapés. Maman a pris la parole en disant qu'ils s'étaient trompés mais qu'ils restaient ma famille. Chloé a supplié pour un dernier coup de pouce. J'ai senti l'appel des vieilles habitudes, l'envie de pardonner et de redevenir leur pilier. Mais je n'étais plus cette Léa. J'ai sorti une enveloppe de mon sac contenant le document de la banque marqué annulé et une vieille photo de nos enfants à la plage. Je l'avais gardée des années comme un rappel de ce que je pensais être l'amour. J'ai tendu l'enveloppe à maman. Je ne suis pas en colère, ai-je dit calmement, mais je ne suis plus votre filet de sécurité. La famille ne prend pas ce qui ne lui est pas donné. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes mais je n'ai pas faibli. J'espère que vous comprendrez un jour ce que signifie vraiment être une famille, mais j'ai fini d'attendre que vous l'appreniez. Je me suis retournée pour retourner à mon stand, le pas léger. L'air était vif, chargé de sel et de fleurs printanières. Je n'ai pas regardé en arrière. Le soleil était haut, peignant le ciel d'or et de bleu, et j'ai enfin ressenti cette liberté, non seulement vis-à-vis d'eux, mais vis-à-vis de la version de moi-même qui pensait que l'amour signifiait s'oublier pour les autres. Cette histoire nous plonge au cœur d'un dilemme moral déchirant que beaucoup d'entre nous peuvent comprendre, la trahison au sein même du cercle familial. Léa représente cette personne sur qui tout le monde repose, celle qui sacrifie silencieusement ses propres rêves pour stabiliser ceux des autres. En France, comme ailleurs, la pression sociale de la solidarité familiale est immense, mais ce récit nous rappelle qu'il existe une limite fondamentale entre l'entraide et l'abus de confiance. L'usurpation d'identité par des proches est une réalité brutale qui laisse des cicatrices bien plus profondes que de simples problèmes financiers car elle brise le socle sacré de la sécurité affective. La décision de Léa de porter plainte n'est pas un acte de haine, mais un acte de survie et de respect de soi. C'est le moment où elle choisit de ne plus être une extension des besoins de sa mère ou de sa sœur, mais une femme indépendante avec ses propres droits. Le cadre apaisant de La Rochelle et sa passion pour la peinture symbolisent sa renaissance, prouvant qu'il est possible de reconstruire sa propre identité sur des bases saines, même après avoir été trahi par ceux qui auraient dû la protéger le plus. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Léa si vous aviez découvert que votre propre famille avait utilisé votre nom pour s'endetter de plusieurs centaines de milliers d'euros ? Auriez-vous privilégié le lien du sang en gardant le silence, ou auriez-vous choisi de porter plainte pour protéger votre avenir ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.